Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette conférence intitulée « Quand la gauche gouverne, regard croisé sur des expériences ». Une conférence qui nous a paru utile dans la période politique actuelle si particulière et à mains égards inédite en France. C'est une conférence dont la tribune est, comme vous le voyez, exclusivement féminine. Non pas que ce soit une prouesse en soi d'être des femmes, mais je le souligne. Donc je suis Nathalie Oziol, députée de l'Hérault à Montpellier, très particulièrement, très précisément. Et je présente donc les deux intervenantes qui sont Lili Verstraenge, ancienne membre du gouvernement espagnol, secrétaire d'État du ministère des Droits sociaux à l'époque, et qui écrit aussi en tant que politologue et historienne pour le journal El País. À ma gauche, Donari Alba, qui est militante fondatrice du mouvement de régénération nationale, Morena, qui participe depuis sa fondation en 2012. Elle a participé en tant que présidente du conseil politique, puis secrétaire d'organisation du comité de la ville de Mexico. Et elle est désormais présidente de la Commission nationale mexicaine pour l'honnêteté et la justice, c'est-à-dire une commission d'éthique. On excuse l'absence de Franck Gaudichaud, qui ne pourra pas nous parler aujourd'hui de Chili, et de Monica Arias Fernandez, qui devait être là pour parler de Colombie, mais qui a eu un heureux événement. Donc voilà, c'est une bonne raison. Et donc il y aura encore plus de temps pour parler d'Espagne et de Mexique. Alors, croiser nos expériences, ça sert à montrer de quoi la gauche est capable quand elle est au pouvoir, en France et dans le reste du monde. En France, notre coalition du Nouveau Front Populaire et à la France Insoumise en particulier, nous avons l'intention de prendre le pouvoir pour gouverner. Toutes nos campagnes sont des campagnes de conquête du pouvoir. Si bien que pendant la campagne présidentielle de 2022, vous vous souvenez peut-être que les libéraux et la droite agitaient les chiffons rouges. Si Mélenchon gagne, ce sera le chaos. Il y aura une inflation sans précédent. Résultat, Macron est au pouvoir depuis 7 ans, il sème la pagaille dans tout ce qu'il a touché et l'inflation est plus haute que jamais. Donc ce qui fera l'objet de notre propos ici, ce sera d'abord ce que la gauche a accompli quand elle a été au pouvoir dans les pays qui nous intéressent aujourd'hui, comment elle mène le combat contre le libéralisme dominant dans le monde, mais dominant de moins en moins sans doute. Et on sait que le premier obstacle, bien souvent, comme on l'a vu en France, quand le monde de la finance trouve des relais politiques ou médiatiques pour tenter de nous discréditer auprès de l'opinion, oui, le premier obstacle, bien souvent, c'est ce libéralisme ici incarné par le macronisme. Et puis, ce sera l'occasion de voir enfin comment la gauche mène le combat contre la droite, voire l'extrême droite, dont on voit, avec sa progression très forte en France, en Europe et parfois même son accession au pouvoir, quel est un ennemi commun partout dans le monde. Nous avons, nous, au Nouveau Front Populaire, annoncé les changements politiques, sociaux, écologiques que nous apporterons dans le pays quand nous serons au pouvoir, puisque vous le savez, Lucie Castet et la délégation du Nouveau Front Populaire a été reçue ce matin même par Emmanuel Macron et que ça a été l'occasion de lui rappeler tout ce que nous comptons mettre en place et que c'est à nous de gouverner ce pays puisque c'est lui qui a décidé de provoquer des élections législatives anticipées que nous avons gagnées, même s'il ne le veut pas. Notre coalition, elle s'est construite en quelques jours, suite à l'annonce de dissolution de l'Assemblée par le président Macron. Elle s'est construite pour battre Macron et pour battre l'extrême droite qui venait de remporter les élections européennes et qui montrait une progression assez inquiétante. Mais elle s'est surtout construite, et nous le disons partout, sur un programme de rupture. Rupture avec l'ordre établi, avec le libéralisme incarné par le macronisme dans sa forme la plus radicale. Nous voilà donc en août 2024. Nous avons gagné les législatives anticipées. Nous avons une majorité relative, certes, mais majorité quand même à l'Assemblée nationale. Nous avons une candidate au poste de première ministre. Et nous sommes dans ce moment où nous avons vu des accélérations, des dynamiques politiques, l'effondrement accéléré du macronisme, la progression de l'extrême droite beaucoup plus relative et contenue que tout ce qui avait été annoncé pour ces législatives, et donc, surtout, notre progression. Et nous avons donc
nous, à la France Insoumise, vous avez peut-être eu l'occasion de consulter le livret sur l'international et sur le programme pour la paix en particulier. Nous sommes très attentifs à ce qui se fait dans le monde et réciproquement, nous avons à cœur de faire savoir au monde ce qui se passe en France. Car lorsque nous serons au pouvoir, nous avons annoncé que nous ferons les poches des riches, que nous augmenterons le SMIC à 1 600 €, que nous abrogerons la retraite à 64 ans pour aller vers la retraite à 60 ans, que nous mettrons en place la bifurcation écologique, nous passerons à la plus que jamais nécessaire 6e République, vu les dérives du président monarque Macron dans la 5e, que nous voulons destituer, je le rappelle au passage. Et oui. Macron destitution. Donc c'est tout ça que nous appelons notre programme de rupture avec l'ordre établi. Notre politique, elle est aussi au service de l'internationalisme, du non-alignement et de la paix. Et nous avons dit aussi que notre politique serait en rupture avec ce qui se pratique depuis des décennies. Nous sommes en radical désaccord avec l'atlantisme affiché de nos dirigeants, c'est-à-dire plus particulièrement l'alignement avec les États-Unis d'Amérique via l'OTAN. Et nous défendons plus que jamais, dans le contexte de risque de guerre généralisée en plusieurs endroits du globe, une France indépendante, non alignée, c'est-à-dire qui ne soit alignée sur aucune puissance dans le monde, qui défende l'intérêt des peuples et qui défende la paix. Les piliers de cette action internationale, c'est l'indépendance diplomatique de la France, le refus du libre-échange et de la guerre économique généralisée, l'instauration d'un protectionnisme solidaire et écologique, la solidarité avec les peuples qui, aux 4 coins du monde, réaffirment leur souveraineté avec des revendications universalistes. Et donc, c'est tous ces aspects qui nous permettent de tisser des liens avec non seulement des représentants politiques aux 4 coins du globe, peut-être plus particulièrement en Amérique centrale, en Amérique latine et avec des partenaires en Espagne. C'est cela qui nous permet de construire notre internationalisme et évidemment, je l'ai dit, nous sommes aussi très intéressés et attentifs à ce que la gauche fait lorsqu'elle se retrouve au pouvoir, dans des gouvernements, dans les pays du monde où elle gagne la conquête du pouvoir. Et donc, elle se retrouve dès lors en position de rompre avec les politiques libérales d'une part et de combattre l'extrême droite d'autre part. Ce sont toutes nos ambitions à nous aussi en France, d'autant plus fortement depuis que nous avons gagné les élections législatives. Et donc, cette conférence va nous servir à nous inspirer mutuellement de nos expériences respectives. Alors, nous avons choisi un ordre, on va dire, géographique, en partant du pays le plus éloigné, le Mexique, pour nous rapprocher ensuite avec l'Espagne. Et je donne donc la parole à Donari. Ouais, bonjour à tout le monde. Enchantée d'être là. C'est la 3e fois que je viens au Saint-Fils et pour moi, c'est vraiment un grand plaisir de venir partager ce qu'est mon pays et surtout de se faire reconnaître parce que, comme on vient de dire, c'est important de voir les coïncidences. Et on en a beaucoup. On est de mouvements proches, je dirais presque frères en fait, et avec un programme, avec des idéaux exactement pareils. Donc, c'est très important pour moi de partager et de voir dans l'autre ce qui nous passe à nous et l'inverse, non? Donc, bon, je peux commencer en disant que le mouvement Régénération nationale est un mouvement très jeune. On a été créé à peine en 2014. En 2014, on a eu le registre comme parti politique et on a pu participer comme dans des élections. Et on a passé en 2015, que c'était notre première élection, en gagnant seulement 9% de voix, ce qui était déjà beaucoup, à maintenant la dernière élection où on a gagné la présidentielle avec plus de 60% des Mexicains qui ont voté pour notre projet. Bon, cela dit, ça n'a pas été facile du tout. On a dû passer beaucoup d'élections où on a gagné, mais on ne nous a pas laissé gagner. On a passé beaucoup de temps à comprendre comment allait se passer et comment on pouvait soutenir un mouvement si grand, mais en même temps à construire la base de ce qui est notre projet et ce qui est notre programme. De la même façon que vous avez un programme,
qui est la base de tout le travail dans les territoires. De même, on en a nous. On travaille avec un programme qui a été créé à la base par Andrés Manuel López Obrador, le président de la République maintenant, qui est un programme dont l'objectif principal, c'est d'aider les pauvres. Cela dit, parce qu'au Mexique, on a une phrase, pour le bien de nous tous, d'abord le pauvre. C'est-à-dire pour le bien-être de tout le monde, il faut que tout le monde ait une possibilité de vivre pour avoir le bonheur. C'est ça l'objectif principal. Et avec cela, non pas seulement il passe du social, mais aussi au niveau écologique, au niveau éducatif, au niveau des infrastructures dans les pays. C'est-à-dire, donner des possibilités aux gens, c'est la base pour changer tout le reste. Et je pense que pour vous, c'est le même. On a passé beaucoup, comme je vous dis, on a été créé en 2014. Et en 2024, cette dernière élection, on a eu 35 millions de personnes qui ont voté pour notre projet. Pour Andrés Manuel, on a eu 30 millions, c'est-à-dire on a eu 5 millions de plus. Et ça, c'est la reconnaissance à un gouvernement qui a su donner des possibilités aux personnes et qui a changé aussi la manière de faire la politique. Parce qu'un de nos objectifs, c'est de créer une nouvelle classe politique qui comprenne que la politique, le savoir-faire de nous tous qui sommes consacrés à travailler dans le gouvernement, à faire un parti politique nouveau, c'est de penser différemment. Non pas seulement faire la politique pour avoir l'argent, que avant c'était comme ça, mais pour servir les autres. Donc ça d'abord a été très important. Maintenant, dans cette élection, on a 128 sénateurs, 500 députés à l'Assemblée nationale mexicaine. On gouverne 24 des 32 régions au Mexique, c'est-à-dire en général, en gros, on gouverne plus de presque 100 millions de personnes au Mexique maintenant. Tout cela, ça a été possible, comme je vous dis, en ayant un programme, en ayant une idée du pays que l'on voulait. Mais d'abord, en avant un leader, que c'est Andrés Manuel López Obrador, qui a lutté d'abord contre la corruption. Parce que, comme vous savez, le Mexique a été un pays très corrompu, qui a créé une classe politique qui seulement faisait l'argent pour eux-mêmes. Et cela a changé dans très peu de temps. Je peux dire avec responsabilité que pendant 6 ans, Andrés Manuel a changé cette manière de faire la politique. Parce que lui-même, il a lutté contre la corruption d'abord, dès le début. Son premier, projet de loi, ça a été de diminuer son salaire à moins de la moitié pour lui, et puis après pour le reste des politiciens qui travaillent avec lui. Le gouverneur, les députés, il a créé une loi pour que personne puisse gagner plus que lui. Et lui, il a vraiment diminué son salaire. Ça d'abord. Puis après, il a fait une loi pour que la corruption devienne punie comme un délit grave. Parce qu'avant, ce n'était pas comme ça au Mexique. Non. Et donc, en ce moment-ci, avoir changé tant de choses en très peu de temps, ça nous donne beaucoup de défis, bien sûr, parce que il faut non pas continuer, mais faire mieux que ça. Non? Et on a aussi un grand défi, que c'est qu'une femme, que c'est Claudia Sheinbaum, une femme arrive au pouvoir. Ça, c'est beaucoup plus difficile parce que, comme on sait partout dans le monde, pour les femmes, c'est beaucoup plus difficile. Alors, quels sont les défis qu'on a? Continuer à changer le pays, continuer à faire ce qu'Andrés Manuel a fait et surtout aider la présidente à continuer à le faire. D'abord, par exemple, Andrés Manuel, il connaît très bien la position qu'il laisse. Il sait très bien que l'image qu'il laisse en nous tous, c'est très difficile à dépasser. Pour Claudia, ce sera très difficile à dépasser une personne comme lui.
Mais d'abord, ce qu'il fera, et ça sera bien sûr pour nous, ça nous laissera une espèce d'intranquillité, il va se retirer. Il va, à partir de que Claudia devienne la présidente, il va laisser la politique complètement. Il va se retirer chez lui. Il va parler à personne de politique, sauf la présidente. Et comme c'est là, il sait qu'il a fait ce qu'il a pu, mais il n'en fera plus parce que c'est une manière d'aider la présidente. De ne pas penser de ne pas laisser de faire des comparaisons, de ne pas laisser continuer à parler de lui au lieu de parler d'elle. Donc ça sera important et c'est pour cela qu'il faut, pour nous tous, avoir la décision d'aider pour le bien du pays, aider la présidente. Elle a une vision aussi propre de ce qui doit être fait. Par exemple, beaucoup de ce projet pour son mandat, ce sont des projets pour femmes. Parce qu'en étant la première femme qui devient présidente, non pas seulement au Mexique, mais dans l'Amérique du Nord, parce que le Mexique, ça appartient, la moitié du Mexique est dans l'Amérique du Nord. Donc, en étant la première femme présidente, elle sait qu'elle doit donner, elle doit faire la différence par rapport à ça. Donc, elle a une vision de pays où sont d'abord les femmes. Il y aura beaucoup d'aide sociale pour les femmes, bien qu'il y en a maintenant, mais d'aide sociale spéciale pour nous, pour les femmes. D'abord parce que c'est nous, les femmes, qui gardons les enfants, gardons les parents. Et Claudia dit deux fois, il faut faire attention même au mari. Voilà, même si ce n'est pas bien, ça se fait. Alors, ce qu'elle fera, c'est de donner une aide aux femmes à partir de 60 ans, de 60 à 60 ans, comme une manière de remercier les femmes qui ont gardé la famille pendant toute sa vie. Et puis, à 64 ans, toutes les femmes recevront l'aide sociale que reçoivent tous les Mexicains par loi. Parce qu'en plus, Andrés Manuel, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé des aides sociales et toutes ces aides sociales sont devenues de loi. On ne peut pas le changer. Ça va être comme ça tout le temps. Et non pas seulement donner des aides sociales aux femmes, mais aussi de reconstruire la Constitution. On fait ça bien clair, que la violence contre la femme, c'est un délit et que doit être présent dans toutes nos lois, dans la Constitution et dans toutes les lois sociales. On peut le faire, on peut changer la Constitution parce qu'on a la majorité absolue et parce qu'on a gagné toute la majorité absolue dans les deux congrès. Donc, et de suite de choses comme ça. On a aussi l'objectif de continuer, par exemple, je vous dirai seulement un exemple, parce qu'il y en a beaucoup de choses qu'on va faire, mais de continuer à construire les trains au Mexique. Il y avait au Mexique, comme partout dans le monde, des trains partout. Mais avec le néolibéralisme, on était privatisés et on était abandonnés. Et on ne les utilise plus. Mais disons que le voie des trains appartient à la nation, au Mexique. Et avec Andrés Manuel, on a eu le projet de refaire le train pour que le Mexicain puisse se promener dans son propre pays. Et Claudia va faire de même aussi. Cela dit, par exemple, vous connaissez vous tous, par exemple, le projet du train de Maya. Vous avez entendu peut-être? On a dit que c'est un projet anti-écologique, je ne sais pas quoi, surtout en Europe, c'est ce qu'on dit. Mais par contre, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est une idée de reconstruire le pays, non pas seulement à travers l'infrastructure, mais de créer une vision sociale de ça. Pour construire le train de Maya et tout le reste des trains dans le pays, on a parlé aux gens qui habitent dans les endroits où passe le train. D'abord, le voie, elle s'existe, puisqu'elle s'existait depuis toujours. Mais elle s'était abandonnée. Donc, on les a reconstruits, mais on a décidé avec le peuple ce qui allait être récupéré ou pas. C'est-à-dire, ce n'est pas une décision de gouvernement. On a eu des centaines de réunions dans les petits villages pour demander aux gens s'ils voulaient ou pas que le train passe par son village et de quelle manière ça devait passer, d'une telle façon que ça donnait une vision
communautaire de ce qui allait être construit. Ça a été passé dans le train Maya, par exemple. Et je peux dire qu'il y a eu des régions où si la population disait non, le train ne passait pas. Non. En même temps, on a fait un projet pour mettre beaucoup d'arbres dans la zone. C'est-à-dire, non seulement c'est pas anti-écologique, mais c'est un projet qui est construit en communauté avec tout le monde, qui donne du travail aux personnes, qui protège le site archéologique. Parce qu'avant, on faisait des hôtels et on demandait à personne. Et c'est seulement une entreprise privée qui devenait riche. Et là, maintenant, c'est du travail pour les gens. C'est un projet du gouvernement. Et c'est-à-dire, disons que c'est un cercle qui fonctionne avec les gens, avec le gouvernement, et qui change la situation des gens au Mexique. Et comme ça, de suite, Andrés Manuel a commencé avec les trains au sud, et Claudia va continuer son grand projet de communication pour le pays, c'est faire des trains partout au Mexique. Des trains qui existaient, mais qu'on va récupérer. Et comme ça, de suite, comme je vous dis, on va construire des universités, des écoles, des aéroports. On a créé une ligne mexicaine parce qu'on a privatisé la ligne mexicaine mexicana. On l'a privatisée, on l'a vendue et que ça n'existait plus. Maintenant, on a une ligne d'avion mexicaine gérée par l'État. Et comme ça, de suite, je pourrais vous dire beaucoup de choses. Mais en fait, comment on a fait ça d'abord en ayant des représentants populaires qui sont dignes de l'être, des représentants populaires qui ne sont là pour devenir riches. D'abord, après, on a un programme très important. Et on a le défi aussi de surveiller tous nos représentants populaires parce que bien sûr, il y en a beaucoup partout. Par exemple, là, je vous présente ma camarade Eugenia. Elle est représentante à la mairie de Tijuana, une ville à la frontière du Mexique. Et, elle participe dans une représentation à la mairie. Et bon, il y a des représentants comme elle qui sont dans des petites représentations comme dans des mairies, des députés, des sénateurs, des gouverneurs. Il y a des centaines et centaines de personnes qui travaillent dans les gouvernements. Comment on fait ça? On les accompagne. Bien sûr qu'il y aura des erreurs, c'est inévitable, quoi. Mais disons qu'on est responsable de ce qu'on construit. On surveille, on donne l'exemple. Et surtout, on est tous convaincus de ce que je vous ai dit au début, que pour le bien de nous tous, c'est d'abord le pauvre et les femmes pauvres. Non? Alors, bon, ça c'est un petit extrait de tout ce qu'on a fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce premier aperçu des accomplissements, des réussites, des avancées que le gouvernement d'abord d'AMLO et maintenant de Claudia ont pu apporter au Mexique. Donc tu l'as dit, hein, c'est quand même assez impressionnant de savoir qu'elle a été élue, Claudia Sheinbaum, avec près de 60% des voix. Et tandis que AMLO, lui, lorsqu'il a cédé sa place, est parti avec une cote de popularité très haute, en 80%. Donc en particulier parce que les politiques qu'il a menées ont été bien perçues et ont apporté ce que tu appelais du mieux-être à la population. Peut-être, je le dis parce que moi je l'ai lu et c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant, c'est aussi une scientifique. Claudia, elle s'intéresse depuis longtemps à la question climatique et pour cause, elle a été donc membre du GIEC jusqu'en 2013. Et elle a aussi été maire de Mexico, je crois. Donc elle a un peu vu tous les échelons et c'est vrai que l'articulation entre l'échelon national et les échelons locaux, c'est aussi quelque chose que la gauche doit se poser comme question pour arriver à exercer le pouvoir partout où il peut s'exercer. Donc, encore une fois, merci. Et on passe en Espagne, où il y a eu aussi plusieurs élections en un an, on va dire. Des élections générales, donc législatives, il y a un an à peu près. C'était en juillet 2023. Et puis, plus récemment, évidemment, les élections européennes. Et
Alors, autant les élections législatives d'il y a un an ont déjoué les sondages, là-bas aussi, hein, vous voyez, il y a des pronostics qui sont faits et qui finalement ne se réalisent pas, comme quoi c'est une tendance, elle aussi, assez internationale. En effet, les sondages avaient tendance à donner la coalition de droite et d'extrême droite gagnante. Mais en fait, il y a eu une coalition à gauche entre le PSOE et Sumar et plusieurs partis, donc on va dire de gauche et indépendantistes, où tu préciseras en tout cas. Régionaliste, oui, ok. Et qui finalement a réussi à se maintenir, en tout cas à maintenir une dynamique en Espagne. Ça a été un petit peu plus compliqué avec les élections européennes. La dynamique extrême droite s'est avérée aussi en Espagne. Et donc, il y a encore des défis à relever. Donc, peux-tu nous expliquer quels ont été ou quels sont les accomplissements de la gauche et qu'est-ce qui reste comme défi à relever ? Super. Merci Nathalie. Merci pour l'invitation. Un plaisir, enchantée d'être ici. Veuillez excuser les hispanismes parce qu'il y en aura pas mal. Et je suis très contente. Vous allez m'excuser les personnes un peu moins jeunes, mais je suis très contente de voir beaucoup de gens jeunes parce que j'ai milité beaucoup d'années. J'explique. Parce que j'ai milité beaucoup d'années dans une organisation politique assez récente qui a commencé par avoir beaucoup de jeunes et qui peu à peu les a perdus. Et je pense que si les gens jeunes s'impliquent aussi politiquement, avec peut-être un peu moins d'histoire ou de mémoire, parce on a moins vécu, c'est une bonne chose. Et ça veut dire que les organisations se renouvellent, que ça progresse, que ça grandit et que ça se rajeunit aussi. Je trouve que c'est bon qu'il y ait de tout, mais c'est très bon de voir des jeunes aussi dans des cadres de formation et des cadres d'université d'été. Référence à la démonisation des militants LFI dont parlait Nathalie, et comme quoi vous allez gouverner un jour et il y aura la France va brûler. On a gouverné dans d'autres pays et le pays ne s'est pas enfoncé dans la mer. Du coup, je pense que plus fort, comme ça. Ok, d'accord, c'est mieux. Je vais faire de mon mieux. Comme ça. Du coup, je pense que c'est possible et j'espère que ce sera bientôt aussi en France, parce qu'en plus, je suis franco-espagnole et que du coup, ce qui se passe en France m'importe aussi beaucoup. Je pense qu'il y a quand même un contexte international peut-être à faire très rapidement, parce que c'est quand même un contexte similaire pour les pays, même si c'est de l'autre côté de l'Atlantique. Et parce qu'aussi, je pars un peu du principe que les gauches transformatrices, que ce soit au Mexique, en Espagne ou en France, elles accèdent souvent au gouvernement dans des moments extraordinairement difficiles, souvent marqués par des crises, voire aussi des régressions démocratiques, et qu'il est impossible de comprendre. C'est bien ? Non. On va peut-être changer. Je peux, pour ne pas avoir le câble. Je vais changer. Voilà. Merci. Voilà. C'est mieux, d'accord. Ok. Donc, je disais, par exemple, il serait impossible de comprendre l'émergence de Podemos sans la crise financière de 2008 ou le mouvement des indignés et du 15e. Je pense que ça vous dit quelque chose, sinon après on y reviendra. Et de la même manière, je crois qu'on ne pourrait pas saisir l'expérience du nouveau Front populaire en France sans les réponses de la société civile organisée ou des mouvements sociaux organisés face aux politiques néolibérales de Macron. Donc je pense que si on prend par exemple l'exemple espagnol, la dernière fois qu'il y a eu un gouvernement de coalition de gauche en Espagne en tant que tel, avant celui formé par le PSOE et par la coalition d'abord de Unidas Podemos, ensuite de Sumar qui a commencé en 2019, c'était avant la dictature de Franco. Donc durant ou pendant la Seconde République espagnole. Autrement dit, cela ne s'était jamais produit depuis le rétablissement de la démocratie en 1978 en Espagne. Mais je reviens un peu à ce contexte international. Je crois qu'aujourd'hui, nous vivons à une époque de, Nathalie l'a dit, néolibéralisme zombie, une sorte de système qui, on dirait, ou on désirerait du moins, que peu à peu, il arrive à sa fin.
Je pense que le néolibéralisme en tant qu'utopie, selon laquelle les sociétés s'autoréguleraient grâce au marché, s'est relevé être finalement une illusion ou quelque chose qui ne marcherait pas. Donc après la crise financière, après la pandémie de la Covid 2019 et les politiques qui ont été nécessaires pour y répondre, souvent sorties de gouvernements de gauche comme au Mexique, en Espagne, au Chili et autres, je pense que, sincèrement, personne n'y croit plus réellement à ce modèle et aux recettes du coup appliquées par ce modèle néolibéral. Ce que nous observons finalement aujourd'hui, ce sont des sortes d'alliances réactionnaires ou réactives de nature qui sont plutôt autoritaires pour maintenir le pouvoir social et bien sûr pour préserver les privilèges d'une minorité qui est toujours la même aussi, que ce soit de l'autre côté de l'Atlantique ou en Europe. Vous savez que dans les années 90, le discours de la fin de l'histoire s'est popularisé. Aujourd'hui, il est de plus en plus évident que l'histoire est de retour et que la politique joue, je pense, un rôle crucial. Peut-être que vous avez lu, il a été publié il n'y a pas très longtemps en Espagne, un bouquin de Léa Hippie qui s'appelle « Libre, grandir à la fin de l'histoire, à la fin du monde, à la fin de l'histoire ». C'est une théorie politique albanaise qui enseigne aussi à la LSE, à la London School of Economics à Londres, et qui raconte la fin du régime communiste, la fin du gouvernement de l'Albanie en période communiste et le début, disons, du libéralisme avec cet échec du modèle et toutes les difficultés. Je pense que c'est quand même paradoxal, mais que c'est un bon livre pour comprendre le moment qu'on vit. Et c'est ce qui devrait peut-être nous inquiéter, mais c'est quand même un bouquin que si vous n'avez pas lu, je vous recommande. Donc la confirmation ou la preuve que ce système a lui aussi une dette de dépérention, c'est que nous avons vu dans les dernières années des choses qui nous auraient semblé incroyables il y a 10 ans. Si on nous avait raconté... il y a 10 ans, par exemple, la réaction de l'Union européenne face à la crise sanitaire et sociale de la Covid. On a eu plus d'interventions de la part des États dans une direction de protection sociale, la vaccination conjointe, par exemple, ou coordonnée au niveau de l'Union européenne, et surtout les avancées vers une mutualisation de la dette européenne. Bien sûr, je dis pas ça pour donner en exemple la gestion de l'UE, parce que je suis espagnole, mais en rapport à l'Union européenne, je suis surtout française, mais pour souligner un symptôme que même les élites politiques et économiques sont conscientes que nous vivons dans un moment de crise du système et du coup d'incertitude. En conséquence du manque de certitude et de protection des majorités sociales par un système en crise et de la réaction aussi virulente d'une partie des élites face à l'avancée des forces progressistes, je crois que nous assistons aussi à une polarisation politique et sociale dans le monde entier. Je sais que le mot polarisation n'est pas très bien vu dans la gauche, mais je m'explique. Du moins en Espagne. Je veux dire que toutes les expériences de gouvernement des gauches ces dernières années se sont réalisées grâce à des grandes alliances sociales et politiques. Et dans de nombreux cas, elles incluaient des secteurs qui, auparavant, se seraient sûrement opposés à gouverner avec nous ou à gouverner en alliance. Par exemple, nous, au gouvernement espagnol, avec le Parti socialiste, on a eu une ministre de l'économie qui clairement aurait pu gouverner avec la droite. Mais vu le niveau de polarisation et de bloc qui s'est généré dans notre pays, à un moment, il fallait choisir. Et du coup, il y a eu des gens qui, dans un autre moment, auraient pu tomber à droite, dans un moment où il y aurait plus un centre qui se serait développé, mais en 2019, au début du gouvernement, c'était compliqué, il fallait choisir, et du coup, elle était à gauche, et elle faisait partie de ce gouvernement progressiste. Mais bon, pour que cette intervention apporte pas seulement un contexte international, mais surtout des contributions pratiques, parce que je pense que gouverner, c'est surtout être pratique et être utile. Je pensais un peu parler des apprentissages croisés que nous avons retenus, que je pense qui sont importants à retenir. Et du coup, moi, personnellement, j'en retiens 5 que je crois qui sont les plus importants. Tout d'abord, un nouvel internationalisme progressiste, c'est classique, vous le savez tous, mais il faut quand même l'intégrer et en être bien conscient. Ce qui se passe en Palestine nous concerne également en France, au Mexique ou en Espagne. Tout d'abord, nous vivons un moment de crise globale et nos pays, ainsi que les expériences de gouvernement progressistes dont nous parlons, se trouvent engagés dans une même bataille qui est politique et qui est culturelle.
En deuxième lieu, les expériences progressistes de gouvernement, celles qui cherchent à transformer la société et à améliorer substantiellement la vie des gens, doivent affronter une série de résistances internes. Je suis sûre que j'aurais pas à vous expliquer ça non plus, mais je parle de résistance économique, institutionnelle, au niveau des médias, de la justice. Concrètement, en Espagne, nous avons eu de manière particulièrement claire une réaction d'une partie de la haute magistrature par rapport à toutes les lois qu'on faisait passer au niveau gouvernement et qui arrivaient à l'Assemblée nationale. Même si elles étaient acceptées, automatiquement après, il y avait toute une réaction de la justice du point de vue d'application de ces lois. Bien sûr, les médias. Moi, j'ai vu vos campagnes électorales, je sais ce qui se passe avec Mélenchon, je sais ce qui se passe avec le nouveau Front populaire. Donc voilà, c'est des gens qui ne se présentent pas aux élections, mais qui veulent continuer à mandar, on dit chez moi, à commander. Donc face à cela, je crois que le défi est d'identifier correctement ces résistances avec des bonnes analyses et de les affronter non seulement sur le plan discursif, comme on fait aujourd'hui, mais aussi avec des mesures qui modifient les structures sociales et institutionnelles. Par exemple, en ce qui concerne les médias. Aïe, Claudia. En ce qui concerne les médias, il est important, je pense, de diversifier, par exemple, la propriété des médias privés tout en renforçant les médias publics indépendants. Je pense qu'en France, c'est aussi le cas. C'est essentiel. Donc, troisièmement, il me semble que cet apprentissage est particulièrement important dans le contexte actuel que vous avez en France. Lors de la naissance de Podemos, après le mouvement des indignés, l'un des leitmotifs de la création était que nous étions une gauche née pour gouverner, avec avec une volonté claire de pouvoir. Je dis ça parce qu'on est né aussi face à une gauche institutionnelle qui s'était confortablement installée dans la logique d'opposition, ou aussi une extrême gauche qui vivait toujours aux marges du système et qui était à l'aise. Et pour nous, il était décisif de gouverner. Les gens, ils veulent soutenir des forces politiques capables de défendre leurs intérêts et de changer les intérêts et leur vie. Donc voilà, ça se fait principalement depuis un gouvernement. Et je crois aussi qu'après ces années d'expérience au gouvernement, Nathalie, tu me diras si je parle trop là. Et il faut que je... D'accord. Et je pense qu'après ces années d'expérience au gouvernement de gauche en Espagne, avec toutes les limitations, toutes les critiques possibles, je crois que la gauche, que Podemos avait raison et qu'il était très important de gouverner. Car les classes populaires, pour les classes populaires, ce n'est pas indifférent qui gouverne. Comme on nous dit souvent, on s'en fout qui gouverne, au final, ils font tous passer des lois d'éducation tous les 4 ans, ils votent à l'Assemblée les mêmes lois, les mêmes modifications, il y aura la droite, il y aura la gauche, tout reviendra, et non. Gouverner, c'est important, ça change la vie des gens, et c'est pas la même chose en fonction de qui gouverne. Et quatrièmement, et en lien avec ce que je disais avant, je pense que gouverner est une tâche essentielle pour une force transformatrice, comme la France insoumise, mais nous avons aussi de nombreux autres devoirs. En Espagne, Podemos est né et nous nous sommes pratiquement heurtés immédiatement au pouvoir institutionnel. C'est-à-dire, dès le début, on était dans des gouvernements municipaux. Donc Madrid, Barcelone, Saragosse, et que 5 ans plus tard, on était au gouvernement du pays. Donc évidemment c'est important de gouverner. Je pense que ça a été une bonne décision de rentrer dans ces gouvernements, même si on n'était pas structurellement prêt, mais c'est vrai aussi que cela nous a empêchés de nous développer en tant qu'organisation politique plus enracinée dans le territoire ou dédiée aux tâches de formation de la militance, d'accompagnement social, etc. Et je vous le dis en tant qu'ex-secrétaire d'organisation. C'est une sorte d'autocritique aussi au final. Après, je suis convaincue qu'ici en France, cette décennie de contestation contre les politiques de Macron, élections législatives, élections qui se succédaient, et aussi d'implication politique,
ont fait que vous ne soyez pas dans la même situation que nous, dans laquelle nous on se trouvait. Mais tout pour vous dire que je pense que c'est quand même important de se préparer face à la possibilité de former un gouvernement, mais aussi et surtout d'avoir un projet de pays, un projet de transformation sociale qui ne soit pas passager, qui ne soit pas une parenthèse, et ça se fait avec de la militance ou en organisant les amphis comme vous faites toutes les années. Vous savez, c'est un peu typique, mais vous savez qu'à Allende, vu qu'on a une table avec, on avait une table avec beaucoup de collègues en Amérique latine, mais on y est aussi quand même, disait que détenir le gouvernement ne voulait pas dire détenir le pouvoir, d'avoir le pouvoir. Donc je pense qu'il existe aussi une série d'institutions qui vont faire obstacle lorsque la gauche va gouverner. On l'a vu ici, vous le verrez souvent, vous le verrez sûrement ici en France. Ça veut dire que si des actions visant à l'accumulation de pouvoir social n'ont pas été menées avant d'accéder au gouvernement, comme par exemple s'organiser dans les lieux de travail, dans les syndicats, travailler avec des organisations sociales ou encore créer des médias de communication indépendants, je pense qu'il sera difficile de leur faire face. Et enfin, cinquièmement, et je finis, un autre apprentissage, je crois que c'est la nécessité de générer des alliances larges. Et je sais que c'est compliqué, parce que je sais que s'unir entre différents, c'est pas évident, et que nous, on a dû le faire. Et que ça s'est pas toujours bien fini. Mais représenter des secteurs très divers dans une société elle-même très diverse et très tendue, dans un monde qui change constamment et qui a déjà beaucoup changé, veut dire aussi que nous devons nous adapter à ces changements pour mieux les ressembler. Du coup, je pense qu'on est dans un temps de coalition et que la preuve est aussi le nouveau Front populaire et son succès. Les camarades chiliens, colombiens, mexicains savent aussi de quoi je parle, et ils ont beaucoup à apporter sur leurs propres expériences. Je pense qu'il faut savoir trouver des accords et aussi savoir quand est-ce qu'il est nécessaire de s'affronter entre nous. C'est aussi quelque chose qu'on doit faire. Comme on est des gens de gauche, généralement, on n'a pas de problème sur ce dernier point. Mais il me semble le plus important de souligner la nécessité de trouver ces accords. Voilà, des compromis qui n'impliquent pas de renoncer à nos principes, mais qui nous permettent de progresser et de convaincre davantage de gens de la nécessité de nos politiques. Et en réalité, c'est un peu apprendre de notre peuple qui est habitué dans sa vie quotidienne à toujours trouver des accords à l'école, au travail, au syndic, même dans le dîner de Noël avec la famille. Et donc voilà. En Espagne, par exemple, il est indispensable aussi de parvenir à des accords avec le PSOE. Et c'est la force majoritaire du gouvernement. Du coup, c'est pas exactement le même contexte de parti socialiste. Ça a impliqué des concessions, mais aussi, on devait mesurer quand est-ce qu'on devait faire pression. Et je pense que ça a été un succès. Ça l'est toujours, mais j'espère que ce sera aussi dans 4 ans. Donc voilà, je crois que ce sont les principales tâches que nous devons travailler ensemble. J'espère que l'année prochaine, lors de cette université d'été, nous pourrons réfléchir ensemble à la première année du gouvernement du nouveau Front populaire et sur les premières mesures que vous auriez mises en place. Et bonne chance. Peut-être merci d'abord à toutes les deux, grand merci pour ces interventions très éclairantes. Pour aller un petit peu plus loin, en vous écoutant, vous avez toutes les deux montré quelles ont été les conquêtes sociales, écologiques, politiques des gouvernements qui ont été au pouvoir, des gouvernements de gauche qui ont été au pouvoir au Mexique et en Espagne. Et ce qui m'a frappée, c'est que dans les deux cas, vous avez parlé effectivement de résistance par les institutions, par des groupes d'intérêts divergents qui n'ont pas forcément envie de voir des progrès sociaux se mettre en place. Et peut-être vous poser cette question, d'abord savoir quelles sont les conquêtes sociales qui restent à mener au Mexique comme en Espagne, quelles sont les revendications populaires qui traversent ces deux pays. Par exemple, nous, en France, c'est vrai que
le nouveau Front populaire a été largement poussé par les secteurs populaires de la société, que ce soit dans les quartiers populaires, on l'a dit dans nos interventions, qu'elles soient médiatiques ou ici aux universités d'été. Les quartiers populaires se sont beaucoup mobilisés. La jeunesse aussi, donc tu as souligné le fait qu'elle est très présente. Nous avons des universités jeunes d'ailleurs, en amont des amphis. En tout cas, ces secteurs populaires-là poussent énormément pour que nous portions leur voix et leurs revendications. Donc, quelles sont les revendications populaires qui restent à accomplir ? Et alors, tu as parlé par exemple du fait qu'il avait été nécessaire de réécrire certains morceaux de la Constitution au Mexique. Alors, peut-être j'en profite pour dire qu'à la France Insoumise, nous avons particulièrement porté la question de mettre le droit à l'IVG, le droit à l'avortement, dans la Constitution en France. Ça a été ensuite porté plus largement par plusieurs groupes politiques, mais la question constitutionnelle se pose. Et la question institutionnelle aussi, c'est toi qui en as parlé en particulier. Mais lorsque nous, par exemple, nous arrivons à un processus de destitution de Macron, pour le moment, c'est un avertissement. Hein. Nous avons dit que s'il continuait à s'enfermer dans le non-respect du suffrage universel, nous n'hésiterions pas à actionner ce levier-là, qui est l'ultime levier, parce que nous estimons qu'en tant que chef de l'État, il ne répond pas à sa tâche, à sa mission, il ne remplit pas son mandat. Et donc, il y a un certain nombre de résistances comme ça qui s'opèrent, sans parler après des résistances évidemment politiques, médiatiques, et de la contre-organisation de tous ceux qui n'ont pas intérêt en fait, à voir l'intérêt populaire se mettre en place. Donc voilà, quelles sont les conquêtes qui restent à mener et quelles sont les résistances qu'il va falloir contourner ? Peut-être on reprend avec toi, Donari. Oui. D'abord, je voudrais parler d'un problème qui est en train de se passer maintenant, là, aujourd'hui, au Mexique. L'accès à la justice au Mexique. Au Mexique, comme peut-être partout dans le monde, peut-être que c'est la même chose ici, on a un système de justice très ancien, qui représente le pouvoir ancien, qui représente les grands riches du Mexique. Et normalement, le juge et tout le système est corrompu, encore aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qu'il faut refaire aussi. Je peux vous donner des exemples dans lesquels, au Mexique, vous avez entendu certainement qu'au Mexique, on a un grand problème avec le narcotrafic. D'ailleurs, c'est un problème qui s'est produit parce qu'il n'y avait pas de travail. Alors, c'était très facile d'avoir un petit travail, une petite somme d'argent pour vivre si on accédait à travailler pour certaines personnes. Mais là, le gouvernement maintenant, par exemple, a essayé de mener en justice beaucoup de politiciens, des industriels, de personnes qui avaient des relations avec le narcotrafic. Et la première chose qu'on a trouvée, c'est que le système judiciaire le protégeait, par exemple. Donc, c'est l'accès à la justice. Et bon, d'autre part, avoir un processus normal d'un divorce, de n'importe quoi, pour les gens, c'est trop compliqué. Encore maintenant. Alors, l'accès à la justice, c'est quelque chose qu'il nous manque à refaire. Donc, maintenant, on a proposé une réforme au système judiciaire au Mexique. Et il y a eu un ton de résistance. Il y a tout le grand pouvoir factique au Mexique, les médias, les riches, les industriels. Tout le monde s'est opposé en disant que c'était une intromission, qu'on voulait devenir le Venezuela, qu'on voulait devenir toutes les tragédies qui peuvent se passer, vont se passer si cette loi est approuvée. On a la majorité. On va le faire. Mais non, là maintenant, il y a une grève de personnes qui travaillent au système judiciaire parce qu'on essaye de dire que toutes les personnes, les employés du système judiciaire vont diminuer son salaire et vont être dans la pauvreté. Ce n'est pas le cas. Le problème, c'est qu'il y a une petite partie du système, qui sont les juges, les magistrats,
tous les gens qui ont le pouvoir, qui sont vraiment corrompus et qui ont laissé partir, par exemple, des grands narcotrafiquants qu'on voulait juger, parce que c'est quelque chose qui nous préoccupe, nous, beaucoup. Et les juges les ont laissés partir, par exemple, parce qu'ils disaient qu'ils ne savaient pas signer une feuille avec la couleur rouge de l'encre, des bêtises, quoi. Donc, voilà, ça c'est quelque chose qui maintenant est très, disons, quelque chose qui se passe au Mexique maintenant. Parce que à la fin, ce qui compte pour nous, comme je vous disais, c'est de changer la vie de personnes, de donner plus de possibilités aux jeunes et en général à toute la population. Une chose qui vient de se passer, ça fait 3 mois, c'est qu'officiellement, 5 millions de personnes au Mexique ont laissé la pauvreté, officiellement. C'est-à-dire que maintenant, il y a 5 millions de personnes au Mexique qui reçoivent quelque chose pour vivre. C'est ça l'objectif. Donc, si pour continuer à changer le pays, on doit subir des crises politiques comme celles qu'on a aujourd'hui avec le système judiciaire, on va le faire. Non? On a la possibilité. Et cela dit, on a assez de députés pour le voter parce qu'on a fait des alliances, bien sûr. Ce dont parlait la camarade en Espagne. On a fait des alliances aussi, nous, pour arriver à 500 députés dans la chambre des députés. On a eu forcément faire des alliances. Et parfois, c'est des alliances qu'on n'aime pas, mais que c'était nécessaire pour y arriver. En tant que la coalition, c'est à partir du programme, ça va aller. Sinon, ça sera impossible. Si c'est seulement une coalition pour avoir des députés, ça ne vaut pas la peine. C'est à partir d'un programme qu'on fait tout cela. Et un des défis, c'est par exemple ce dont je vous parle. Un autre, ça serait par exemple celle des médias, bien sûr. Le président, Andrés Manuel, les médias, évidemment, ne sont pas avec nous du tout. Alors, ce qu'Andrés Manuel a instauré, c'est peut-être que vous avez entendu, c'est la mañanera. C'est une conférence de presse tout le matin, de 7 heures du matin à 10 heures à peu près, tout le jour, de lundi à vendredi, dont il parle de la vérité, tout le jour. C'est-à-dire, c'est la première personne dans le pays qui donne les nouvelles, qui parle de succès, et après, le reste de la journée, les médias doivent répondre à tout ce qu'elle a dit. Mais l'objectif, c'est de parler le premier. Claudia va continuer ça, tout le jour, de 7h à 10h. Parce que, bien entendu, on n'a pas encore, c'est un des défis qu'on a, de créer un système de communication qui dise de vérité, qui soit objectif, etc. Non? Donc, voilà, c'est 2 choses que je pourrais dire à propos de la question. Merci. Alors, ce qui a été fait et ce qui manque. Donc, ce qui a été fait, je pense qu'il faut comprendre aussi un peu la perspective historique qui a été... qui vient du 15e. Il y avait quand même, des indignés, du mouvement des indignés en Espagne, il y avait une demande de plus de démocratie, de fin du système biparti, selon lequel PSOE et Parti populaire s'échangeaient le pouvoir, le gouvernement, et que les élites politiques étaient toutes les mêmes. Et donc il y a eu aussi beaucoup de demandes sur le fait que les jeunes en Espagne devaient migrer. Vous savez, ça a été un peu la même situation que la Grèce, mais la France a eu aussi une situation similaire, avec beaucoup de jeunes qui ne trouvaient pas de travail, qui étaient dans une situation très précaire, avec beaucoup d'austérité, et par exemple, les gens étaient expulsés de leur maison. Ça a été quelque chose qui a vraiment choqué l'Espagne, parce qu'à la suite du début de la démocratie et de la transition, disons que à cause de la construction aussi religieuse, sociale, culturelle espagnole, la maison et la famille, c'est quelque chose de très important. Du coup, voir les gens dans la rue en pleine crise économique, c'était quand même très choquant. Et je crois que c'est
tout ce mouvement qui a forcé ou obligé le Parti socialiste à devoir mettre en place certaines mesures, et le fait que nous soyons en gouvernement de coalition avec eux. Ça veut dire qu'il y a eu bien sûr des politiques sur le travail qui ont été mises en marche, par exemple la réforme laborale, qui finissait avec 40 ans de réforme du marché du travail, qui étaient des réformes complètement néolibérales. Il y a eu aussi beaucoup de progrès en droits sociaux qui ressemblent beaucoup à les demandes que vous faites ici, mais sachant que l'Espagne partait d'une situation beaucoup pire. Enfin, par exemple, l'augmentation du salaire minimum, voilà. Je crois qu'on partait de 600 et qu'on est à plus de 1000 actuellement. Il faut quand même 1200, mais il faut quand même continuer à progresser. Mais disons que c'est quand même la moitié, quoi. Enfin le double, quoi. Il y a eu beaucoup de progrès aussi en Espagne en droit féministe. Il y a eu la loi trans, je crois, qui est plus polémique ici que là-bas. Là-bas, il y a eu, plus que la polémique de la droite, ça a été une sorte de polémique un peu... pas inventée, mais une sorte de construction de polémique avec le Parti socialiste et une sorte de féminisme plus identitaire. Mais c'est quand même une loi qui est passée parce qu'aussi, disons que la période pré-quinzième et la régression de droits sociaux et civils, aussi avec les minorités en Espagne, était importante et qu'il fallait quand même mettre en place de nouvelles lois à ce sujet. Aussi, il y a eu une loi féministe assez importante, connue aussi sur le consentement. Et je pense que peut-être que ça vous dit quelque chose. Il y a eu une grande polémique en Espagne avec cette loi parce que entre la droite et le Parti socialiste, même si c'était une loi qui a été approuvée par le Parti socialiste en coalition avec Unidas Podemos au gouvernement, finalement le PSOE et la droite ont décidé de modifier la loi. C'était une loi qui répondait au fait que quand les femmes veulent avoir des relations sexuelles, elles disent oui. Et si elles ne veulent pas avoir des relations sexuelles, elles disent pas oui. Mais ça a été aussi assez polémique. Je pense que c'est un peu les gros sujets, droits féministes, droits du travail, droits sociaux, pour les personnes âgées notamment, les résidences. Disons que la pandémie a aussi obligé ou forcé le gouvernement à mettre en place beaucoup de mesures sociales et économiques qui ont été des bonnes mesures, beaucoup d'interventions de l'État, de protection, augmentation des salaires, etc. Qu'est-ce qui reste ? Ça ressemble un peu à ce qui reste au Mexique en fait, parce que par exemple toute la structure judiciaire en Espagne est héritée du franquisme. C'est une des structures les moins intervenues, disons les moins touchées, et donc forcément il y a un besoin de démocratisation. Dans ce qui manque, je pense qu'il y a d'une part les revendications populaires, d'autre part les revendications de la gauche. C'est deux choses différentes, mais vu qu'on est au pouvoir, ce sont des débats qui sont dans l'air. Par exemple, les revendications dans la rue des gens sont plus, je pense, du sens politique écologique, plus de politique sociale, surtout ça. Après, ce qui est plus dans la gauche, mais qui est quand même important en Espagne, c'est démocratisation de l'État, donc droit civil, juge. Il y a une loi qui s'appelle la ley Mordaza. Je ne sais pas comment on dit Mordaza en français. C'est ce qu'on met dans la bouche quand on ne veut pas que tu parles. Voilà, donc c'est le nom de la loi. C'est une loi qui restreint les droits de parole en fait en Espagne et qui a été mise il y a 3 gouvernements. Et encore aujourd'hui, malgré les 2 gouvernements de coalition progressiste, elle n'a pas encore été déroguée, retirée. Aussi des lois des politiques de mémoire dans un pays qui a une dictature très récente, mais qui n'a pas beaucoup développé ce côté. Rien à voir, par exemple, avec des pays d'Amérique latine comme l'Argentine, et finalement la monarchie. Parce qu'on n'est pas une république, et c'est quand même assez important parce qu'on a une famille royale qui a eu beaucoup d'histoires de corruption, des grands voyages. À un moment, on nous racontait, pendant la transition, on nous a beaucoup raconté en Espagne que la famille royale, c'était la carte de présentation internationale de l'Espagne. Que du coup, il fallait absolument maintenir cette famille parce qu'elle se promenait dans le monde et qu'ils étaient tous très formés, ils parlaient beaucoup de langues, comme si les gens qui sont votés par les Espagnols ne parlaient pas de langue et n'étaient pas capables de les représenter en tant qu'élus démocratiquement. Donc voilà, je pense que la monarchie, c'est aussi un sujet qui devra... Ah, la Catalogne. En question. Ouais. On revient après.
je sens l'ébullition dans le public pour commencer à poser des questions. Donc, merci beaucoup à toutes les deux. Il nous reste environ 30 minutes, donc on a quand même une bonne marge de manœuvre pour que vous puissiez poser des questions et que nos intervenantes puissent répondre. Je vous propose d'abord de les applaudir pour leurs interventions. Et je propose du coup de faire circuler le micro si on arrive à alterner femmes-hommes de manière paritaire. Et ben c'est très bien. Et ben peut-être qu'on va commencer par Madame qui avait l'air très pressée. Et puis je fais circuler, on prend une petite salve de questions, on répond et ainsi de suite. Catalogne, voilà, c'était Catalogne. Ok, allez, comme ça. Oui, donc, j'ai une question en fait, sur la stratégie du coup d'une gauche unie, parce que ce que je constate, c'est que donc en 2023, Sumar fait un score inférieur en fait à l'addition de Podemos et des autres composantes de Sumar en 2019. Et pendant ce temps-là, en fait, Vox fait que monter, et ça s'est reproduit aux européennes en fait, où Sumar a fait un score bien inférieur à Vox et similaire même à un tout petit parti comme c'est Acabo la Fiesta. Et du coup, je trouve ça interroge en fait sur ces stratégies d'union et gauche. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut pour combattre l'extrême droite et pour prendre le pouvoir parce que de mon point de vue, j'ai l'impression que le pouvoir s'éloigne un peu finalement. Ok, il y avait une question là. Vous voulez pas alterner juste avant? Non. Bon, désolé. Ouais, enfin les cheveux longs, c'est. Bref, non, moi j'avais une question sur ce qui se passe avec le PSOE ou la ley Mordaza, où on voit en fait que Sumar c'est pas vraiment Podemos. Est-ce que ça veut pas dire qu'il faudrait pas, du coup, à un moment éviter les alliances, ou en tout cas, quelles sont les limites des politiques d'alliance qu'on peut voir, quoi? Allez, un peu au fond. Il y a plein de chaises en plus. Merci. Merci pour vos interventions. Vous avez évoqué une loi sur les droits des personnes trans, c'est ça? Est-ce que vous pourriez détailler un peu plus en quoi elle consiste? J'aimerais, pour toutes les deux, j'aimerais savoir que vous nous donniez un peu plus d'exemples d'avancées sociales qui ont pu avoir lieu dans vos pays, par exemple pour les droits des travailleurs, des travailleuses, contre les violences de genre, pour les droits des personnes LGBT, voilà, ce genre de sujet. Et sur le changement climatique aussi. Voilà. Merci. Quelques exemples. Je reviens devant après. Je vous remercie déjà pour vos présentations. J'aurais bien aimé un peu recentrer sur le cas de la France, parce que nous, la dernière fois, on a eu la gauche au pouvoir. On sait ce qui s'est passé avec le Parti socialiste. Et du coup, peut-être aussi de vos expériences, savoir comment on résiste un peu à la pente néolibérale. Parce que la situation dans laquelle aujourd'hui en France, Macron, ça fait du mal de le rappeler, mais il vient du Parti socialiste. Bon, même si la France insoumise propose quelque chose de différent, mais moi j'ai toujours cette peur de revenir dans tous les cas dans les travers libéraux. Et peut-être aussi de votre expérience, comment on résiste à ça et comment on fait une vraie politique de rupture sans retomber dans l'existant. Peut-être une question devant et on commence, on laisse un peu de temps à nos intervenantes pour répondre. Alors là, moi j'avais une question précisément parce qu'on voit qu'il y a une internalisation des extrêmes droites en Europe, en Amérique du Sud avec Milei qui fait notamment beaucoup de voyages partout dans le monde pour rencontrer les extrêmes droites des différents partis du monde, aux États-Unis avec Donald Trump. Est-ce qu'il n'y aurait pas une importance à trouver une stratégie d'internationalisation des partis progressistes de gauche, surtout que notre histoire a montré qu'on l'a fait à plusieurs fois avec la première, deuxième, troisième internationale. Du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas une stratégie intéressante de monter une institution ou en tout cas faire quelque chose qui puisse regrouper tous les partis progressistes du monde qui se battent contre le néolibéralisme et la fascisation des sociétés et l'extrême droite, pour qu'on puisse à la fois échanger, qu'on puisse s'auto-former, se former mutuellement et avoir une base qui puisse permettre de combattre l'extrême droite mondiale. Voilà.
Merci pour vos questions. Hop. On va laisser déjà un peu de temps à nos intervenantes parce qu'il y a déjà beaucoup de matière. Oui, par rapport à la limite de politique et des alliances, ça c'est peut-être pas une question pour moi, mais enfin, c'est vrai que nous, on se pose les mêmes questions. On se pose les mêmes questions parce qu'on a toujours la préoccupation de la trahison, de reconnaître une force qui n'est pas forcément, qui n'a l'appui nécessaire pour avoir des candidatures, non? Nous, on s'est posé tout le temps cette question. Et je peux vous dire que c'est quelque chose qu'on doit... Je n'ai pas une réponse, non. Je pense que ça dépend du moment, du pays. Mais surtout, il faut penser de soutenir le programme. C'est ça, toujours. Il faut penser toujours si ça convient ou pas au programme et par conséquent au peuple. C'est ça la réponse. Et en fonction de ça, ça vaut pas la peine ou ça vaut la peine ou pas, non? Il y aura des erreurs, mais ça vaut toujours la peine d'y penser. Par rapport aux avances sociales, oui, je pourrais vous dire que au Mexique, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on donne des opportunités. Il y a une possibilité pour les Mexicains de recevoir une opportunité de la part du gouvernement. Par exemple, pour les jeunes, il y a une bourse pour les jeunes, parce qu'avant, je ne sais pas si ça se dit en français, les ninis. Vous comprenez? C'est-à-dire les jeunes qui ni travaillent, ni étudient. On les appelait comme ça d'une manière despective, on s'est moqué des jeunes comme ça, et d'une manière très péjorative. Et alors que c'est une tragédie, un jeune qui n'a ni travail ni possibilité d'études, c'est une catastrophe pour le pays. Alors maintenant, pour ces jeunes-là, on a créé des bourses spéciales pour leur donner soit un travail, soit une possibilité d'études, par exemple. Et ça a changé la vie de plus d'1 million de jeunes qui avant ne faisaient rien. Soit ils commençaient à travailler pour le narcotrafic, parce que c'était une manière facile d'avoir l'argent. Et là, ça change tout. Ça change non pas seulement la vision du jeune, mais de toute la famille, de toute la société. On commence aussi à donner des possibilités aux agriculteurs, parce qu'au Mexique, bien qu'on a une richesse énorme dans la biodiversité et tout, les personnes les plus pauvres, c'était les personnes qui travaillaient dans la campagne. Non. Et de même, il y a certaines régions du Mexique, vous avez entendu certainement de Sinaloa. Sinaloa, c'est la région où la plupart des narcotrafiquants sont nés. Et non pas seulement, c'est pas une question du sort. On a décidé que cet endroit qui c'est pas au nord, c'est au nord, mais ça n'a pas une frontière avec les États-Unis. Mais ça a un climat parfait pour faire pousser n'importe quoi, des tomates ou d'autres choses. Et alors, c'était l'endroit idéal pour produire des drogues. Et le gouvernement américain en avait besoin pour les soldats à la Seconde Guerre mondiale. Et le gouvernement mexicain a appuyé l'agriculture dans cette région. Et alors, Sinaloa est devenu une des grandes producteurs de drogue dans le pays pour tout le monde. Alors, cet État-là, qui est stratégiquement situé, avait beaucoup d'agriculteurs, mais beaucoup. Et beaucoup de pilotes d'avions. Parce que pour transport, voilà. Et alors, c'était facile d'avoir un petit travail dans l'agriculture et pour le transport. Mais c'était bien entendu de travaux illégaux, quoi. Et alors maintenant, surtout à Sinaloa, on a créé un système, un système pour les agriculteurs, pour leur donner l'argent à produire d'autres choses hors que des drogues. Et ça a changé complètement la vie des personnes. Je peux vous dire, moi j'ai fait
J'habite la moitié de ma vie à la ville de Mexico et la moitié du mois à Sinaloa. Et je fais campagne là-bas. Et je peux vous dire que dans des régions comme Badiraguato, Badiraguato, c'est une toute petite région, là, les gens sont très remerciants parce que là, ils ne sont pas forcés à travailler dans ça dont ils étaient forcés à travailler avant. Et ils avaient peur, ils avaient l'argent, mais ils ne savaient pas si ça allait vivre. Donc ça a changé complètement la vie des personnes. Alors ça, je peux vous dire que juste en étant, en donnant un petit peu de possibilités aux gens, toute la vision change. Voilà. Ils comprennent que le narcotrafic, c'est quelque chose qui détruit la société, mais ils ne savaient pas un autre choix. C'était comme ça. Non? Et par rapport à la stratégie internationale, oui, je pense qu'au Mexique, on a été très clair. Parfois, on ne comprend pas exactement la vision du Mexique. On pense qu'on doit laisser décider à chaque pays de s'organiser. Respecter le droit à s'organiser, c'est la première règle de notre internationalisme. C'est-à-dire respecter la possibilité de Vénézuéliens s'organiser, avoir une élection comme ils veulent. Respecter aux Américains de même d'avoir une élection comme ils peuvent. C'est la première règle. Parce que si on permet les autres à s'organiser, ils doivent nous respecter, nous. C'est comme cela qu'on a pu avoir un président comme Andrés Manuel qui a gouverné en même temps que Donald Trump. Voilà, et il n'a pas le droit. On a dit aux Américains, nous sommes des voisins, on partage une énorme frontière, mais nous laissons faire et non on vous laisse faire. Et pour vous donner un exemple, en même temps que Andrés Manuel protégeait Evo Morales d'être assassiné, parce que c'est nous qui avons envoyé l'avion qui l'a sauvé. En même temps qu'on fait cela, on négociait avec les Américains pour avoir ces vaccins. Et on a eu des vaccins de Donald Trump. Parce qu'on a une bonne relation avec eux. Ils ne se mettent pas de nos affaires, ils ne se mêlent pas de nos affaires, mais nous mêlons-nous de ces affaires. Alors ça, c'est la première règle pour nous, de respecter l'autrui. Non? De même qu'en France, partout dans le monde. Cela nous a permis de devenir, dans la diplomatie internationale, un pays respecté, quoi. De telle façon que quand il faut dire quelque chose d'important, on le dit dans les organismes internationaux. Je ne sais pas si on créerait d'autres organismes. Je pense qu'il faut mieux travailler dans ce qui existe maintenant et surtout faire des réunions comme celle-ci, avec lesquelles on partage avec des camarades qui ont les mêmes histoires et la même vision du monde, quoi. Ça oui, bien sûr, il faut. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup, Donari. Tu avais des questions pour toi aussi? Oui. Alors, la Catalogne. Il y a un principe. Elle est où, madame? Elle est là. Je crois qu'il y avait une idée principale qui a été développée, mise en place depuis l'arrivée au gouvernement du gouvernement de coalition. C'est, alors, est-ce que ça va se dire comme ça? Déjudicialiser le conflit. Voilà, le conflit. Et donc faire de la politique. Ne pas poursuivre les représentants de la Catalogne en justice, mais à travers le dialogue et la table de dialogue politique, essayer d'arriver à un point commun. Il est évident, et je ne vais pas refaire le parcours historique, que rien à voir à la construction territoriale française avec l'espagnol. Et je pense que, je peux le dire comme ça, en plus je le pense, l'Espagne c'est un pays plurinational. Et ça veut dire qu'il y a des petites nations, Léo, l'ami catalan, qui applaudit.
et que du coup il faut vivre entre tous et se comprendre en tant que nation reconnue. Après, les revendications indépendantistes ont perdu beaucoup de poids depuis le début de la table de dialogue et donc la fin de la poursuite en justice pour des motifs évidents. C'est que la preuve, c'est que les politiques mises en place par le gouvernement de coalition et concrètement aussi par les forces catalanes non indépendantistes ont fonctionné. Maintenant, en Catalogne, il y a un président du Parti socialiste catalan. Et le bloc indépendantiste est plus divisé qu'il y a 5, 6, 7 ans. Donc voilà, je pense que ça progresse. Sur l'unité de la gauche. En Espagne, l'unité de la gauche, j'imagine qu'ici aussi, est devenue une sorte de fétiche qui obsède tous les partis de gauche et qui est devenu le seul objectif pour faire de la politique. Et c'est ce que je pense qu'il ne faut pas faire. Je crois qu'il faut faire des alliances, il faut faire des coalitions, et que ces alliances et ces coalitions doivent avoir un but électoral qui permet de gouverner ou de mettre en place ou de faire passer des lois à l'Assemblée. C'est tout. Il ne faut pas faire l'unité de la gauche pour le fait de faire l'unité de la gauche. Il faut trouver, vous l'avez fait, un programme commun, des politiques communes qui permettent d'avoir plus de force et de pouvoir, à un moment donné, faire des alliances qui permettent de passer ces lois. Parce que sinon, effectivement, parfois, l'addition n'additionne pas. Enfin, ça ne marche pas comme ça. Sur la ley Mordaza, la loi, comment on avait dit ? Bayon. La conclusion sur la loi Bayon, c'est qu'on est dans un gouvernement avec une corrélation de force dans laquelle le Parti socialiste est en majorité. Et bien que Sumar et Podemos soient deux choses différentes, je le pense aussi, pas si différentes que ça, mais même si elles sont des choses différentes ou elles ont des stratégies différentes, la conclusion, c'est que la loi Bayon est toujours là, dans le premier gouvernement et dans le deuxième. Et que c'est probablement parce que le Parti socialiste ne veut pas déroger enfin, c'est pas probablement, c'est comme ça. Ils veulent pas en finir avec la loi Bayon. Pourquoi ? Moi, je pense que ça provoquerait probablement des conflits avec les forces de sécurité, avec la police, parce que c'est un débat qui, à part les droits civils, les droits de parole en Espagne, ça touche directement la protection, disons, de la police. Et que du coup, est-ce que le Parti socialiste est prêt à rouvrir ce débat et à en finir avec cette loi ? Je ne crois pas. Je ne pense pas qu'on va le voir avec la fin de ce gouvernement, je l'espère. Mais ouais. C'est... par exemple, il y a comment on appelle, des multas, des amendes pour les activistes, les concentrations non autorisées. C'est un peu, disons, la poursuite du droit de concentration et de manifestation en Espagne, directement. Donc, ce que vous connaissez en France, qui est la concentration et la manifestation constante, chez nous, c'est plus compliqué que ça. Et c'est poursuivi, il y a des amendes, par exemple, il y a des amendes pour le fait de parler mal de la monarchie, pour le fait de chanter des chansons qui sont considérées violentes parce qu'elles visent la monarchie. Enfin, disons que c'est... Voilà. Et du coup, par exemple, on n'a pas que eu des indépendantistes exilés ou partis à l'étranger en poursuite, mais aussi des rappeurs en Espagne en conséquence de la loi Mordaza. La loi trans. Alors, moi, je pense qu'il y a 4 choses importantes. On va commencer du moins important, mais important quand même, au plus important. La formation et sensibilisation des gens. Du coup, c'est un des objectifs de la loi. Des mesures contre la discrimination, disons des mesures en rapport avec le lieu de travail, l'école, les administrations, l'institution, etc. L'interdiction des thérapies de conversion, on appelle ça comme ça ? Ouais. Et surtout, l'autodétermination de genre, donc pouvoir changer de sexe dans ta carte d'identité sans avoir besoin d'avoir un diagnostic médical ou psychologique. Parce que c'est la dépathologisation des personnes trans. Être trans, une personne trans n'est pas être une personne malade.
ou une personne voilà, malade, quoi. Ensuite et finalement, et je crois que j'ai fait le tour, c'était pas facile, contre l'extrême droite. Comment on doit faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je pense que ça c'est... il y a les deux gouvernements, les deux débats pour la gauche, c'est gouverner et l'extrême droite. S'il faut faire simple, rapide, parce que ça fait 1h30 qu'on est dans le débat et que vous avez chaud, je dirais il faut faire ce qu'on dit. Il faut montrer que la politique sert à quelque chose et que c'est utile. Donc tu promets que tu vas mettre en place une loi qui régule le prix des logements, tu exécutes et tu mets en place une loi qui régule le prix des logements. Et les gouvernements progressistes en Espagne n'ont pas toujours fait ce qu'ils promettaient. Et du coup, il y a aussi des frustrations. Il y a beaucoup d'avances sociales, mais il y a aussi des frustrations. Voilà. On arrive sur la fin de cette conférence. Je crois qu'il y avait 2 mains qui se levaient. On prend 2 questions si ça vous va. Et je propose qu'on s'arrête là-dessus parce qu'après, il y a aussi la conférence de Jean-Luc Mélenchon. Oui. Allez. Il y avait... Moi, j'avais une question sur concrètement comment vous avez gagné les urnes. En France, on a l'impression que l'un des grands défis qu'on a en tant que militants pour gagner les urnes, c'est vraiment la concentration des médias chez les milliardaires de droite et d'extrême droite. Et du coup, je voulais savoir comment vous avez réussi à gagner les urnes malgré le fait que tous les jours, chez les gens, il y a la télé qui est allumée et qui les pousse dans l'autre direction, quoi. Moi, je suis attaché à Cuba et au Mexique. Et j'ai entendu sur l'expérience mexicaine quelque chose de très intéressant. Vu mon âge, ça me rappelle des choses. C'est Fidel Castro à Cuba qui faisait des discours très, très, très longs. Et là, si le président et puis peut-être la nouvelle présidente font des discours du matin au soir pour parler des mesures qui ont été prises, comment on aide les gens, après, les commentateurs de chez nous, ils feront ce qu'ils veulent. Mais celui qui est élu, c'est le président. C'est à lui de donner la direction. Et s'occuper des gens qui ont le moins, c'est quand même le plus important. Comment gagner? Ça a été dur, hein. Ça a été dur parce qu'on a raté 2 élections, c'est-à-dire raté parce qu'on a gagné, mais on ne nous a pas laissé avoir le pouvoir. Mais je pense que la différence en 2018, quand Andrés Manuel a gagné, c'est que d'abord, il n'a jamais laissé tomber. On lui disait, t'as perdu, tu n'as pas gagné la présidentielle. Et il commençait un nouvel tour partout dans le pays. Donc, il a connu tous les petits villages du Mexique. Il a parcouru pendant des mois et des mois chaque région, chaque petite région du pays. C'est comme cela que Eugenia et moi, on a arrivé à participer à Morena. Parce que dans un moment donné, Andrés Manuel venait dans nos villes. Il nous demandait de l'aider. Et c'est comme cela qu'Andrés Manuel a connu beaucoup de gens. C'est-à-dire, il n'a pas laissé tomber son projet. Il a toujours travaillé pour y arriver. Même si on lui disait qu'il avait perdu, et même si les médias, c'était exactement comme ici. Je me souviens, en 2012, il y avait une campagne qui disait que Andrés Manuel López Obrador, et c'était comme ça dans la télévision, hein. Andrés Manuel López Obrador est un danger pour le Mexique. Et on voyait un mur qui tombait, la catastrophe, la crise, et c'était comme ça. Et encore aujourd'hui, ils disent tout le temps des choses comme ça. Mais la différence en 2018 qu'il a gagné, c'est qu'il y a eu une énorme différence entre le premier et le deuxième lieu dans la présidentielle, quoi. C'est-à-dire qu'il a passé son temps à convaincre, à informer les gens. Et en 2018, tout le monde est allé voter. Parce qu'avant, il y avait pas mal de personnes qui ne votaient pas. Donc, en 2018, c'était impossible de dire que, comme avant, que non, il n'a pas gagné parce que la différence était de 1 point ou 2 points. En 2018, c'était 30 millions de personnes, quoi. C'était impossible de dire, de tricher. Et c'est la persistance
non, d'Andrés Manuel qui nous a demandé tout le temps de ne pas se laisser tomber, de continuer. Et oui, c'était quoi la question de l'autre? C'est pour parler de Fidel, mais Morena, ça veut dire quoi en espagnol? Ah oui, c'est la couleur de la peau. Morena, c'est la couleur de la peau, mais strictement parlant, c'est un mouvement de régénération nationale. Voilà. Et il reste plus que les médias. Comment faire? Je pense qu'avant, on a parlé un peu du fait qu'il fallait modifier les structures sociales et institutionnelles. Donc ça part faire des lois de médias, concrètement. Nous, on parlait en Espagne de l'idée des 3 tiers. Ça veut dire un tiers public, un tiers privé, un tiers autogéré. Donc pour essayer d'équilibrer. Après, je pense qu'il y a quand même quelque chose que la gauche ne doit pas faire, ou pas tomber dans le piège de penser que les gens sont bêtes. Bien sûr qu'il faut démocratiser les médias, bien sûr qu'il faut faire le plus de médias publics possible, une information de bonne qualité, des lois en rapport avec l'information et la protection de l'information. Bien sûr qu'on lit et on voit des choses chez nous qui sont concrètement choisies pour, disons, nous porter dans une direction, mais les gens ne sont pas bêtes. Du coup, je pense qu'aussi, la principale tâche des partis politiques, c'est de parler sincèrement, honnêtement, de dire les choses telles qu'elles sont, de faire aussi un peu de contrepoids et une fois au gouvernement, changer pour avoir, par exemple, cette idée de 3 tiers. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux. Merci à vous d'avoir assisté à cette conférence qui prend fin. Évidemment, on a encore 5-10 minutes pour répondre aux ultimes questions qui n'ont pas pu être posées là. Et puis, je vous invite à vous rapprocher du lieu de la conférence si vous comptez y aller. Merci encore.